Non mais sérieux, qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça, putain de bordel de merde? Perfect Dark 64, le jeu le plus mythique de tous les temps. Alors bienvenue à toutes et à tous, c'est The Podcaster et aujourd'hui je vais vous présenter Perfect Dark 64. Perfect Dark est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Rareware et édité par Nintendo, sorti sur Nintendo 64 en Europe le 30 juin 2000. Le jeu permet donc aux joueurs d'incarner l'agent secrète Joanna Dark au service du fictif institut Carrington qui doit contrecarrer les plans de conspiration d'une puissante entreprise, la Datadyne. Donc là, je vous passe l'introduction de la première mission et également donc l'introduction de titre du jeu. C'était quand même bien dégueulasse, hein, ça a quand même bien vieilli pour l'époque, mais bon, moi avec la petite nostalgie qui va avec, franchement, je kiffe toujours. J'ai même le petit frisson dans le dos, la petite nostalgie. Perfect Dark, c'est aussi et surtout sa bande son, ses musiques qui sont tout simplement génialissimes. Elles ont été créées par Grant Kirkhope. Alors il y en a plein autour de moi qui ne savaient pas qui était ce fameux Grant Kirkhope. Eh bien pour ceux que ça intéresse, ce n'est autre que le compositeur de, et attention la liste est longue, de Donkey Kong Land 2, GoldenEye, Blast Corp, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Banjo-Tooie, Star Fox Adventure, Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2, Viva Pignata, Banjo-Kazooie, Kingdom of Alamur, Castle of Illusion, Ninja Gaiden Z, et Civilization et certains d'autres que je ne suis pas au courant, mais monsieur, mes respects. Alors comme d'hab, j'ai pris une vidéo au hasard sur YouTube d'un mec qui faisait les niveaux de Perfect Dark, donc je vais lui rendre hommage. Et voilà, donc pour vous parler autrement du moteur du jeu, donc de Perfect Dark, c'est une version optimisée donc de celui de GoldenEye, notamment avec cet effet de dynamisme dans les lumières, cet effet aussi de flou cinétique. Alors il y en a beaucoup qui se souviennent euh, de l'espèce de flou qu'on avait quand on se mettait des coups de poing dans la figure. Donc plus on se mettait des coups de poing et plus on voyait flou. Donc justement le but c'était de se mettre plein de tartes dans la gueule jusqu'à ce que le mec ne voyait plus rien. Et ça c'était aussi assez rigolo en mode multijoueur, donc voire même en mode coopération pour se faire chier l'un l'autre. Dans cette première mission, donc le début de l'histoire de Perfect Dark, vous êtes chargé d'extraire le Dr Carroll de la tour Lucerne, siège social de la Datadyne. L'histoire se passe en 2023, alors que deux races extraterrestres s'affrontent dans une guerre interstellaire, les Mayans, donc les gentils petits extraterrestres que l'on connaît si bien, et les Skedar, des vilains petits reptiles dégueulasses qui font tout pour qu'on les déteste. Sur Terre, deux organisations rivales se... Agent Dark, mission log 1846 hours. Last night we got a call from Cassandra de Vries. A Datadyne team have taken Daniel Carrington hostage at his private villa on the coast, and they say they'll spare his life in exchange for the AI. Unfortunately, we don't have it. Daniel and Dr. Carroll were at the villa to discuss matters of mutual interest. It looks like Daniel found a way to hide Dr. Carroll inside the villa when the Datadyne hit squad arrived. Hopefully, our phony negotiator ploy will give me a chance to surprise the Datadyne squad. This time, it's not just my life on the line. Le panel d'armes proposé dans Perfect Dark est également très large. Pistolet, mitraillette, fusil mitrailleur, fusil à pompe, lance-roquette, couteau de combat, lance-grenade, mine et même des armes fictives extraterrestres, dont la plupart de ces armes ont deux modes de tir, comme un mode primaire où la fonction principale de l'arme est exploitée et un mode secondaire où l'arme est utilisée d'une manière moins conventionnelle, comme par exemple la mitraillette lance-grenade, donc qui s'appelait le Super Dragon je crois.
Et au passage, c'est cette arme qui faisait ramer, voire même planter le jeu en multijoueur quand on mettait le Super Dragon donc en mode lance-grenade et qu'on faisait péter des grenades illimitées de partout en mode coop. Je peux vous dire qu'on arrivait vite à la limite de la console. En ce qui concerne les armes de malade dans le jeu, il y avait ce qu'on appelle le laptop. Donc une mitraillette ordinateur que tu étais capable de jeter et de scotcher au mur pour en faire une espèce de mitraillette de surveillance. Comme arme alien, on avait également le sniper, donc qui permettait de voir à travers les murs et de suivre les adversaires automatiquement. Je crois que c'était l'arme la plus cheatée du jeu d'ailleurs. Il y avait aussi le Reaper, donc une espèce d'arme hybride de corps à corps qui permettait de tirer des balles en même temps que tu déchirais les intestins de tes adversaires. Enfin, c'était du n'importe quoi, je m'en rappelle. Alors, en ce qui concerne les suites, apparemment, il y a eu un jeu en 2D qui est sorti sur Game Boy Color, également nommé Perfect Dark, qui est sorti peu de temps après la version originale. Bon, j'y ai jamais joué. Alors après il y a eu Perfect Dark Zero sur Xbox 360, donc le Perfect Dark le plus pourri qu'ils ont sorti sur Xbox. Franchement j'ai joué vite fait à l'E3, c'était de la grosse merde. Franchement je ne me retrouvais pas du tout, ça n'avait plus rien à voir avec le Perfect Dark que je vous présente là maintenant. Alors ce qui était sympa aussi avec Perfect Dark, c'était l'évolution de la difficulté du jeu. C'est-à-dire que plus on mettait en difficile, et plus d'une part donc les ennemis étaient plus difficiles à jouer, et plus on avait d'objectifs dans la mission. C'est-à-dire que par exemple pour la mission 1, quand on mettait en facile, donc en nageant, on avait juste besoin d'extraire donc le docteur Carroll. Mais quand on mettait en perfect, eh ben, on devait tout d'abord désactiver les caméras de surveillance, ensuite récupérer la carte du bureau où était le docteur Carroll justement, puis ensuite l'extraire, et etc., etc. Donc c'était vraiment sympa. Il y avait aussi pas mal d'easter eggs, donc je crois il y avait des lingots d'or à récupérer un petit peu partout. Dans la première mission par exemple, c'était juste en dessous, il y avait un espèce de gros cylindre, il fallait avoir le lance-roquette pour pouvoir tirer une roquette, donc il fallait faire le jeu plusieurs fois pour justement le finir à 100%. I'm alive! I thought I'd be chopped up like the others by now. You're from the Institute, aren't you? I recognize you from before. You helped me. Thank you. You speak our language? Watch her, she's sharp. What's wrong? I have a headache. And with a head this big, that's no joke. Can you walk? We must leave before they get organized and hunt us down. I think so. What's your name? I'm Agent Dark, or Joanna if you'd prefer. Well, Joanna, I'm Protector 1. But you can call me Elvis. Et c'était donc notre cher Elvis, donc notre extraterrestre préféré dans Perfect Dark. Cette mission sonne également donc la transition du jeu. On passe donc à un univers humain, et là on va passer justement à tout ce qui est mission extraterrestre, tout ce qui est divergence d'histoire, quoi. Là on va vraiment passer au côté fiction, un côté qui est très intéressant aussi. Vraiment c'est un côté qui nous prend. Have you thought any more about that proposal I gave you, sir? My answer remains the same. I'm sorry, Trent, but no. I won't loan the Palladium. Donc là, c'est la mission infiltration par excellence du jeu. Alors, ce qui est marrant, c'est que le président donc de ce jeu est noir, comme Barack Obama. Donc, je ne veux pas crier au complot, mais enfin, ça laisse quand même prêcher quelque chose de... Enfin voilà quoi. I require. Alors on commençait cette mission, donc on était infiltré en hôtesse de l'air, et encore une fois donc on devait extraire le président de la menace de la Datadyne.
Alors, comme vous pouvez le voir, on peut voir les gueules des personnages. Alors, apparemment, il y a une polémique autour de ce jeu parce qu'une option originellement prévue dans le jeu a été mystérieusement supprimée au dernier moment, peu avant la commercialisation. Alors, cette option, appelée Perfect Head, devait permettre à n'importe quel joueur de modéliser sa tête pour l'utiliser dans le jeu en mode multijoueur, à l'aide d'une caméra Game Boy et le transfert pack. Donc le joueur aurait pu prendre une photo de son visage pour le transférer ensuite vers le jeu et la retoucher en y ajoutant des polygones, etc. Mais quand Rareware a été interrogé sur les raisons de la suppression de cette option, ils ont répondu que cela aurait été plus complexe à mettre en place qu'ils ne l'avaient imaginé au départ. Pourtant, des images prouvent que Rareware avait réussi à faire fonctionner le mode Perfect Head dans une version antérieure du jeu. Mais bon, apparemment, la vraie raison est surtout d'origine éthique et non ethnique. Il aurait été plus choquant de se battre et de tuer des personnes réelles modélisées dans le jeu que des personnages entièrement virtuels. Source Wikipédia. Bon, je vais pas rebondir sur le dernier commentaire, hein, évidemment. On aurait tous trouvé sympa le fait de pouvoir mettre nos petites bouilles d'enfants à la place de Perfect Dark et de pouvoir jouer entre nous en multijoueur. Hein, ça, y a pas de doute. Mais bon, c'est pas grave. Agent Doc, please report. Oh, Perfect Doc, come in. Agent Dark, reporting in. Agent Doc, please reply. Something's jamming my transmissions. It's coming from that other craft. I'd better find the jamming device and check that Elvis is okay. Not forgetting the President, of course. Alors, ce qui était sympa aussi dans Perfect Dark, comme vous pouvez le voir, donc c'était les différents uniformes dans lesquels on pouvait voir Johanna Dark. Alors, c'était vraiment très sympa. Ce qui était aussi stylé, c'est qu'on pouvait les choisir en multijoueur. Donc, Johanna Arctique, Johanna Classique, Johanna Hôtesse de l'air, Steward plus précisément. C'était vraiment sympathique. En ce qui concernait, il y avait aussi donc des missions d'exploration, si je puis dire, entre guillemets à la James Bond, où on se retrouve un petit peu isolé de tous, dans des grandes plaines de neige en Sibérie, où quelque chose se trame. Évidemment, on est seul contre le terrorisme qui rôde. Enfin, c'était vraiment quelque chose de bien sympathique. Et non, ce n'était pas le président, mais c'était bien un clone du président. Attention, rebondissement extraordinaire. N'empêche, quand tu étais au courant de ça, quand tu étais petit, franchement, moi, je me suis dit, le scénario, bravo. Jamais j'aurais pensé qu'il aurait pu avoir le clone du président et que ce soit le clone du président qui ait été en accord avec certains financements de la Data9. Enfin, histoire très complexe. It's a U.S. government deep-sea research vessel, one of a kind. The only ship that can conduct a full-scale diving operation at extreme depth. Trent wanted me to loan it to the Datadyne Corporation, but I refused. Trent has a lot to answer for, but I don't think we'll find him now. Alors à l'écran donc on peut voir Mr Blonde, donc le blond au manteau blanc. Donc c'est un guerrier Skedar qui se dissimule derrière la projection holographique d'un homme blond d'une vingtaine d'années. Rien que ça. Et à notre droite donc le mec qui est en train de se faire bouffer. Donc Monsieur Easton, donc qui est le bras droit donc de Cassandra de Vries. Donc Cassandra, c'est la directrice de la Datadyne Corporation, fanatique du pouvoir, qui déteste recevoir des ordres et perdre l'initiative. Encore une entrée fracassante dans Perfect Dark. Donc on est à la mission 13 je crois, donc sur 15 ou 16 missions, je ne me rappelle plus trop. Et donc là alors on va découvrir un peu plus le monde extraterrestre. Donc là je crois à la fin de cette mission on va rentrer directement dans le monde Skedar.
Alors oui, ce qui était une autre particularité aussi, c'était les gadgets dans Perfect Dark. Il y en avait pas mal, donc on pouvait être invisible, il y avait des mines, il y avait des lasers, il y avait tout un tas de petits trucs qui faisaient que le jeu était sympathique, en plus de ses armes à feu et de son scénario. This is the Skedar fanatics' most holy place. They believe this planet is sacred ground. The battle shrine is located at the most holy part of this holy planet. So let me get this straight. It's holy. But there's more to it than that, isn't there? Yes, in all of the time that we Mayans fought the Skedar, we never found this place. We knew that if the turret was destroyed, the war would never be over. We fought the Skedar to a standstill. Alors pour ne pas vous gâcher votre plaisir, donc j'ai mis la dernière mission du jeu où on est directement sur la planète Skedar et on va en découdre avec le boss final, le roi des Skedar. Alors j'avoue, je sais plus du tout comment il s'appelle. Et voilà, donc on peut voir également dans la vidéo une petite blondinette du nom de Velvet Dark, pardon. Alors je sais pas pourquoi il est en mode coopération dans la vidéo, mais c'était donc le personnage qu'on utilisait en player 2, en joueur 2, en coopération, qu'on pouvait également utiliser en multijoueur. Et c'était une très bonne idée, encore une fois, d'avoir créé un personnage exprès pour Perfect Dark et non pas avoir créé un espèce de Johanna Dark 2, un espèce de clone un petit peu incohérent qui aurait pu un petit peu gâcher le délire. Et c'est d'ailleurs à ce genre de petits détails qu'on peut s'apercevoir de la magnificence, hein, si je puis dire, et je ne mâche pas mes mots, du scénario. Alors là, ce qui est marrant, c'est que je sais pas ce qu'il fait du tout, donc je savais pas qu'on arrivait à popper 4 Velvet en même temps. Donc c'est assez rigolo, je savais pas du tout, je viens de tomber là-dessus et je tenais à vous le partager. Donc bon, c'est un petit peu kikoulol, hein, ça contredit un petit peu ce que je viens de dire juste avant, hein, 4 Velvet, ça m'étonnerait qu'elle soit triplée, quadruplée, enfin voilà quoi, fail. J'ai skippé directement à la dernière salle, donc juste avant le boss final. Donc évidemment, hein, ça va être beaucoup plus facile avec 4 Velvet. Mais bon, ces gros plots, ils tirent dedans, ils n'ont pas compris qu'il y avait la technique, hein, évidemment. Donc là, pour le coup, ça aide pas. On va voir justement la technique pour battre le boss. Donc un petit coup sur la lame de gauche, donc sur le logo juste derrière, à gauche, à droite et au milieu pour le tuer. Et ensuite RDV à la cinématique de fin pour finaliser cette vidéo. Allez, tue-le, putain, t'es con ou quoi, là? Ah bah voilà, putain, oh là là, moi je m'en souviens, c'était pas si compliqué que ça, hein? Quoique. Sinon, merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout donc cette émission que j'ai intitulée Revisite guidée d'un jeu vidéo. Voilà, donc c'est un titre purement provisoire que j'ai trouvé en enregistrant cette vidéo. Donc je prends le temps de laisser les cinématiques clés du jeu, etc. Un petit commentaire s'il vous plaît et n'hésitez pas à partager ma vidéo. Allez, salut, ciao, bonsoir. Elvis, over here! No problem, grab my arms. We'll get you out in no time. No! Quick! Give me your gun! Will you just... Let go! I managed to get the fleet to stop the bombardment while I looked for you. They'll start as soon as we're clear. I'd have got out in time if that one hadn't grabbed my foot. Of course, Joanna, of course. No, I would have. I believe you.